deuxième partie, les caractéristiques de la SARL sur le plan juridique, et puis je reviendrai un petit peu sur la fiscalité. Et enfin, je traiterai rapidement de l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Alors, la SARL, au niveau juridique, a une personnalité morale différente de celle de son gérant, différente de celle de ses associés. Cette personnalité morale prend effet lorsqu'il y a inscription au registre du commerce. Le fonctionnement et les caractéristiques de la SARL sont définis dans les statuts. Dans les statuts, on va dire quelle est la dénomination sociale, où se situe le siège social, quelle est la durée de la société, quel est le montant et la répartition des parts entre les associés. Juste une petite parenthèse, on parle d'associés dans une SARL et d'actionnaires dans une SA, dans une société anonyme. Quelles sont les règles de fonctionnement concernant les assemblées, étant donné que nous avons deux types d'assemblées, les assemblées ordinaires qui statuent sur la vie courante de la société et les assemblées extraordinaires qui, d'une manière générale, sont nécessaires lorsqu'on veut modifier les statuts. Les règles de transmission de parts entre associés et à l'extérieur avec de nouveaux associés, les règles de dissolution et éventuellement le nom du gérant. Donc voilà les principaux éléments qu'on retrouve dans les statuts. Je vais revenir sur certains de ces éléments. D'abord, la dénomination sociale. Elle est libre, mais il est conseillé de faire une recherche d'antériorité auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, pour savoir si le nom n'a pas déjà été pris par une autre société et si ce nom n'est pas protégé. Deuxième point, le siège social. Vous avez la possibilité, en tant que gérant, de domicilier votre SARL à votre domicile personnel pendant un maximum de 24 mois. Mais bien sûr, il ne faut pas que ça devienne un lieu commercial. Vous n'aurez pas le droit de recevoir des clients à votre domicile. La durée, elle est libre, mais la durée maximale est de 99 ans. Le capital est divisé en parts. Aujourd'hui, le capital minimum est de 7 500 €. On parle de créer des SARL à 1 €. Je ne ferai pas de commentaire sur cette mesure. Il faut savoir que le capital est libérable sur 5 ans. La transmission des parts peut être réglementée par des clauses d'agrément, c'est-à-dire que tout nouvel associé devra être agréé avant de rentrer dans le capital, soit par souscription à une augmentation de capital, soit par transfert de parts d'un ancien associé, et qu'il peut y avoir des clauses de préemption, c'est-à-dire qu'un associé peut être prioritaire par rapport à des associés entrants. Maintenant, nous allons parler un petit peu de la maintenance juridique de la SARL. Vous devez effectuer une assemblée annuelle qui va approuver les résultats, d'une part, et d'autre part, va les affecter. L'affectation des résultats peut être faite en report à nouveau, c'est-à-dire qu'on met en définitive les résultats un peu en suspens. C'est un compte d'attente, le report à nouveau. Il peut être effectué en réserve ou ils peuvent être distribués, c'est-à-dire versés aux associés au prorata des parts qu'ils détiennent dans le capital. S'il y a distribution, comme la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés, vous bénéficierez d'un avoir fiscal. Il faut que vous sachiez que si vous faites des pertes, d'abord, il y a des règles juridiques
de reconstitution de capital, et ensuite que même si vous faites des pertes, vous paierez de l'impôt. C'est l'IFA, l'imposition forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par la loi de finances annuelle et qui dépend du montant de chiffre d'affaires réalisé par votre société. Comme je l'ai dit précédemment, la SARL est en règle générale soumise à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Si vous êtes gérant minoritaire et que vous êtes rémunéré, que vous avez un salaire, ce salaire plus les charges sociales afférentes seront déductibles de la base imposable à l'impôt sur les sociétés. En cas de cession de parts de SARL, le montant de la cession est soumis à un droit proportionnel de 4,80%. Pour terminer au point de vue fiscal, un petit désagrément, la SARL est une société. Si elle possède des véhicules, elle doit payer la TVTS, la taxe sur les véhicules de société. Si elle est soumise à l'IS, la SARL, la TVTS n'est pas déductible de la base imposable. Donc voilà les principales caractéristiques juridiques de la SARL et les principaux principes fiscaux. Deux mots de l'EURL, donc l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est une SARL, l'EURL, mais elle n'est composée que d'un seul associé. Pour le reste des autres caractéristiques de l'EURL, elles sont identiques à celles de la SARL. Point un petit peu rigolo, vous êtes associé unique de l'EURL, vous devez vous réunir avec vous-même chaque année pour approuver les résultats et les affecter. Donc, vous avez les mêmes formalités à réaliser que dans une SARL. L'EURL est soumise de droit à l'impôt sur le revenu, donc l'impôt proportionnel. Vous pouvez soumettre votre EURL à l'impôt sur les sociétés, mais attention, c'est une option irrévocable, donc elle est faite à vie. L'associé gérant de l'EURL qui n'a pas opté à l'impôt sur les sociétés est travailleur non salarié, donc il a le même régime fiscal et social que l'entrepreneur individuel. Donc voilà pour les caractéristiques de la SARL sur le point de vue juridique et fiscal et de l'URL sur le point de vue juridique et fiscal. Des questions? Que pensez-vous de la SARL à 1 euro? La SARL à 1 euro est une SARL. Elle permet donc de séparer le patrimoine personnel d'éventuelles dettes professionnelles. Donc elle remplit son rôle juridique. Par contre, j'ai de vrais doutes sur le plan financier. Les banquiers risquent de dire « Vous investissez 1 euro, je vous prête 1 euro ». Je pense que les demandes de garantie personnelle de leur part seront encore plus fortes et qu'il faut accompagner cette mesure de facilité d'accès aux sociétés de cautionnement mutuel. Troisième partie de mon intervention, je vais insister sur 6 points qui me semblent relativement importants, soit lors de la constitution de la SARL ou de l'EURL, soit dans sa vie courante. Premier point, les clauses d'agrément et de priorité. J'ai l'habitude de le dire, l'association c'est comme un mariage. Donc il faut prévoir le divorce d'entrée de jeu. Donc il faut être très précis dans les statuts pour que n'importe qui ne vienne pas dans votre société et que s'il y a un problème entre associés, ça se règle de manière amiable et que ce soit prévu
d'entrée de jeu. Si ce n'est pas prévu d'entrée de jeu, ça devient très 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 difficile à régler, surtout si l'entreprise s'est développée et que les sommes en jeu sont importantes. Deuxième point, j'aimerais revenir sur ces problèmes de gérance minoritaire et majoritaire et parler de la gérance de fait. Je vous ai dit précédemment que pour avoir le statut de salarié, donc bénéficier d'un salaire et des avantages du salaire au point de vue fiscal et social, vous deviez être gérant minoritaire. Alors, il faut que vous sachiez que la gérance minoritaire se calcule en additionnant les parts que vous possédez personnellement et les parts de votre conjoint, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas dans l'entreprise. Mais éventuellement, ils peuvent être ajoutés les parts d'un gérant de fait. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un enfant qui travaille dans l'entreprise et qui se conduit comme un gérant, c'est-à-dire qu'il va faire des actes de gestion, il va signer des chèques, il va passer des commandes, ces parts vont être ajoutées aux vôtres. Donc, dans ce cas-là, vous passez dans une gérance majoritaire et ça peut avoir des conséquences sur le point de vue fiscal et sur le point de vue social relativement importantes. Troisième point, j'aimerais parler des cessions de parts en blanc. Bon. Officiellement, ça n'existe pas. Alors, une cession de parts en blanc, c'est quoi? C'est toujours, très souvent, pour être gérant minoritaire, on va trouver un tiers, la belle-mère, et on va lui dire, belle maman, vous allez porter des parts pour moi. Donc elle n'est pas conjoint, donc elle ne rentre pas dans le calcul de la gérance minoritaire. Vous allez porter des parts pour moi, vous allez me signer une cession de parts qu'on ne datera pas, et puis en cas de décès, parce que d'habitude les belles-mères décèdent avant les gendres, on l'enregistrera, on la datera 2-3 jours avant votre décès et vous aurez 30 jours pour enregistrer cette cession de parts. Bon, c'est relativement dangereux et sur le plan patrimonial, mais aussi sur le plan fiscal. Si l'entreprise se développe, eh bien, vous allez avoir une valeur de part qui va grossir, vous devrez payer les droits d'enregistrement, et puis ça peut poser des problèmes avec vos frères et sœurs. Donc, il faut faire attention à ce genre de pratique qui est à déconseiller. À la limite, il faut mieux être gérant majoritaire et ne pas viser le statut de salarié et trouver par le biais des contrats Madelin, à une couverture sociale raisonnable. Quatrième point, la nomination de la gérance. Il est préférable de la nommer par assemblée que dans les statuts. Si vous nommez dans les statuts, pour changer de gérant, vous êtes obligé de faire une assemblée générale extraordinaire, donc avec les règles de quorum qui s'appliquent aux assemblées extraordinaires. Si vous la nommez dans les statuts, c'est beaucoup plus facile et ça coûte moins cher. Cinquième point, le statut du conjoint si vous travaillez avec votre conjoint dans l'entreprise. Il est préférable d'y réfléchir avant la constitution de la SARL. Vous avez 4 possibilités pour le conjoint. Première possibilité, il n'a pas de statut, c'est-à-dire qu'en définitive, il va vous aider, c'est de l'entraide familiale. Ça pose 2 problèmes. Premièrement, il ne peut pas agir officiellement, faire des actes de gestion. Et deuxièmement, si vous voulez lui assurer une retraite complémentaire, les cotisations ne sont pas déductibles au niveau de la SARL. Donc c'est quand même embêtant. Deuxième statut, c'est le statut de collaborateur. Il est possible dans les entreprises individuelles et dans les EURL. C'est pour ça que j'en parle. Pas possible dans les SARL.
Dans ce cas-là, le conjoint est inscrit au registre de commerce ou au registre des métiers. Il intervient officiellement et ses cotisations de retraite complémentaires sont déductibles. Donc c'est déjà mieux que s'il n'y a pas de statut. Troisième possibilité, il est salarié. Alors c'est possible dans les entreprises individuelles ou dans les SARL. Si il est salarié et que effectivement il y a travail effectif, le salaire du conjoint est déductible sous certaines conditions dans les entreprises individuelles. Il va donc avoir des revenus personnels. C'est quelque chose d'intéressant, surtout si vous êtes marié sous un régime de séparation de biens. Il aura la couverture sociale des salariés, mais bien sûr, le coût de cette couverture sociale est relativement significatif. Quatrième possibilité, le conjoint est associé soit dans une SARL de famille, soit dans une SARL normale. C'est-à-dire qu'il va posséder un certain nombre de parts. Donc vous voyez bien qu'au niveau patrimonial, ça présente un intérêt. Et puisqu'il y a une égalité patrimoniale, et puis il y a un deuxième intérêt, c'est qu'il est déjà dans l'entreprise, et que si vous avez bien rédigé vos statuts, en cas de décès de l'un ou de l'autre, ça marche dans les deux sens, il y a possibilité de continuer l'entreprise sans qu'il y ait transfert de parts à l'extérieur. Et bien sûr, ça évite une partie des droits d'enregistrement. Donc voilà les précautions à prendre lors de la constitution de la société. J'aimerais ensuite venir sur un sixième point qui est là plus dans la vie courante de la société, qui est la fixation de la rémunération de la gérance. Je crois que là, il faut être relativement prudent. On a toujours tendance à vouloir équilibrer en définitive lorsque le gérant est minoritaire c'est-à-dire qu'il y a des tiers qui possèdent le reste du capital. Belle-maman, dont on a parlé tout à l'heure, on a toujours tendance à vouloir laisser le moins de résultats possible dans la SARL. Et donc à prendre ce résultat sous forme de salaire pour le gérant. En règle générale, ça se fait sous forme d'attribution de primes exceptionnelles. Faites bien attention, parce que ces primes exceptionnelles sont soumises à cotisation sociale, et ensuite vous allez payer l'impôt sur le revenu. Donc vous pouvez monter dans les tranches, comme on dit dans le langage courant, et ça peut être relativement coûteux. En plus, c'est difficile à gérer parce que si l'année d'après vous avez peu de résultats, eh bien vous allez avoir une rémunération qui fait le yo-yo. Donc c'est quand même à déconseiller. Donc voilà les précautions que je voulais mettre en avant sur la Constitution et sur la gestion de la SARL. Je vous propose que vous me posiez vos questions. En vous écoutant citer l'ensemble des précautions à prendre, je me demandais si vous étiez vraiment favorable à la création d'une SARL. Je vous rassure, je n'ai aucun problème de principe avec les SARL. Par contre, je suis contre les montages juridiques alambiqués qui peuvent présenter des avantages à court terme, mais qui sont de véritables bombes à retardement à moyen terme. Je serai très rapide sur la conclusion et je relèverai simplement 4 points. D'abord, la SARL n'est pas obligatoire d'entrée de jeu et ce n'est pas obligatoirement une panacée. Deuxième point, il faut personnaliser la SARL. Et vu, c'est gérance minoritaire, gérance majoritaire, éventuellement URL, il faut personnaliser les statuts, les clauses d'agrément, les clauses de préemption, etc. Donc il faut bien y réfléchir avant. Il faut prendre un certain nombre de précautions, les 6 précautions dont je vous ai parlé précédemment. Et en faisant attention à ne pas créer des bombes fiscales ou des bombes juridiques
à terme, et en prenant bien en compte que la législation peut changer. Donc il faut faire attention, et pour des gains immédiats, il ne faut pas créer des problèmes futurs qui ensuite sont difficiles à résoudre. Et puis, quatrième point, pensez d'entrée de jeu au statut de votre conjoint s'il travaille dans l'entreprise. Un dernier point, mais qui n'est pas de la publicité pour les experts comptables ou les avocats, je crois que c'est vraiment un sujet complexe qui vous engage pour une durée longue. Donc prenez conseil, faites-vous aider.